Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, cette nuit, c'est avec Gaston Leroux que nous partons en vadrouille, en effet. Je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture du Parfum de la Dame en Noir, un roman policier, si l'on peut dire, qui met en scène le célèbre Joseph Rouletabille. Je crus bien, ce soir-là, avoir suffisamment édifié Mrs. Edith sur la personnalité du célèbre bandit. Elle m'écoutait dans un profond silence qui finit par m'impressionner, et alors, me penchant sur elle, je m'aperçus qu'elle dormait. Cette attitude aurait pu ne point me donner une grande idée de cette petite personne. Mais comme elle me permit de la contempler à loisir, il en résulta au contraire pour moi des sentiments que je voulus en vain, plus tard, chasser de mon cœur. La nuit se passa sans surprise. Quand le jour arriva, je le saluai avec un grand soupir de soulagement. Tout de même, Rouletabille ne me permit de m'aller coucher qu'à 8 heures du matin quand il eut réglé son service de jour. Il était déjà au milieu des ouvriers qu'il avait fait venir et qui travaillaient activement à la réparation de la brèche de la tour B. Les travaux furent menés si judicieusement et si promptement que le château fort d'Hercule se trouva le soir même aussi hermétiquement clos dans la nature, avec toutes ses enceintes, qu'il est linéairement parlant sur le papier. Assis sur un gros moellon ce matin-là, Rouletabille commençait déjà à dessiner sur son calepin le plan que j'ai soumis au lecteur, et il me disait cependant que, fatigué de ma nuit, je faisais des efforts ridicules pour ne point fermer les yeux. Voyez-vous, Sainclair, les imbéciles vont croire que je me fortifie pour me défendre. Eh bien, ce n'est là qu'une pauvre partie de la vérité, car je me fortifie surtout pour raisonner. Et si je bouche les brèches, c'est moins pour que l'arsent ne puisse s'y introduire que pour épargner à ma raison l'occasion d'une fuite. Par exemple, je ne pourrais raisonner dans une forêt. Comment voulez-vous raisonner dans une forêt ? La raison fuit de toutes parts dans une forêt, mais dans un château fort bien clos. Mon ami, c'est comme dans un coffre-fort bien fermé. Et si vous êtes dedans et que vous ne soyez point fou, il faut bien que votre raison s'y retrouve. Oui, oui, répétai-je en branlant la tête, il faut bien que votre raison s'y retrouve. Eh bien là-dessus, me fit-il, allez vous coucher, mon ami, car vous dormez tout debout. Chapitre 9. Arrivée inattendue du vieux Bob. Quand on vint frapper à ma porte vers 11 heures du matin, cependant que la voix de la mère Bernier me transmettait l'ordre de Rouletabille de me lever, je me précipitai à ma fenêtre. La rade était d'une splendeur sans pareille et la mer d'une transparence telle que la lumière du soleil la traversait comme eût fait d'une glace sans teint, de telle sorte qu'on apercevait les rochers, les algues et la mousse et tout le fond maritime, comme si l'élément aquatique eût cessé de les recouvrir. La courbe harmonieuse de la rive mentonnaise enfermait cette onde pure dans un cadre fleuri. Les villas de Garavant, toutes blanches et toutes roses, paraissaient fraîches et closes de cette nuit. La presqu'île d'Hercule était un bouquet qui flottait sur les eaux et les vieilles pierres du château embaumaient. Jamais la nature ne m'était apparue plus douce, plus accueillante, plus aimante, ni surtout plus digne d'être aimée. L'air serein, la rive nonchalante, la mer pâmée, les montagnes violettes, tout ce tableau auquel mes sens d'homme du Nord étaient peu accoutumés évoquait des idées de caresse. C'est alors que je vis un homme qui frappait la mer. Oh, il l'a frappée à tour de bras. J'en aurais pleuré si j'avais été poète. Le misérable paraissait agité d'une rage affreuse. Je ne pouvais me rendre compte de ce qui avait excité sa fureur contre cette onde tranquille. Mais celle-ci devait évidemment lui avoir donné quelque motif sérieux de mécontentement, car il ne cessait ses coups. Il s'était armé d'un énorme gourdin et debout dans sa petite embarcation qu'un enfant craintif poussait à la rame en tremblant, et il administrait à la mer un instant éclaboussé une dégelée de marron qui provoquait la muette indignation de quelques étrangers arrêtés au rivage. Mais comme il arrive toujours en pareil cas où l'on redoute de se mêler de ce qui ne vous regarde pas, ceux-ci laissaient faire sans protester. Qu'est-ce qui pouvait exciter cet homme sauvage ? Peut-être le calme même de la mer qui, après avoir été un moment troublée par l'insulte de ce fou,
reprenait son visage immobile. Je fus alors interpellée par la voix amie de Rouletabille qui m'annonçait que l'on déjeunait à midi. Rouletabille exhibait une tenue de plâtrier, tous ses habits attestant qu'il s'était promené dans les maçonneries trop fraîches. D'une main, il s'appuyait sur un mètre et son autre main jouait avec un fil à plomb. Je lui demandai s'il avait aperçu l'homme qui battait les eaux. Il me répondit que c'était Tullio qui travaillait de son état à chasser le poisson dans les filets en lui faisant peur. C'est alors que je compris pourquoi dans le pays on appelait Tullio le bourreau des mers. Rouletabille m'apprit encore par la même occasion qu'ayant interrogé Tullio ce matin sur l'homme qui l'avait conduit dans sa barque la veille au soir et qui lui avait fait faire le tour de la presqu'île d'Hercule et à qui il avait fait faire le tour de la presqu'île d'Hercule, Tullio lui avait répondu qu'il ne connaissait point cet homme, que c'était un original qu'il avait embarqué à Menton et qui lui avait donné 5 francs pour qu'il le débarquât à la pointe des Rochers Rouges. Je m'habillai vivement et rejoignis Rouletabille qui m'apprit que nous allions avoir au déjeuner un nouvel hôte. Il s'agissait du vieux Bob. On l'attendit pour se mettre à table et puis, comme il n'arrivait point, on commença de déjeuner sans lui, dans le cadre fleuri de la terrasse ronde du Téméraire. Une admirable bouillabaisse, apportée toute fumante du restaurant des Grottes qui possède la réserve la mieux fournie en rascasses et poissons de roches de tout le littoral, arrosée d'un petit bino del Paes et servie dans la lumière et la gaieté des choses, contribua au moins autant que toutes les précautions de Rouletabille à nous rasséréner. En vérité, le véritable Larsan nous faisait moins peur sous le beau soleil des cieux éclatants qu'à la pâle lueur de la lune et des étoiles. Ah, que la nature humaine est oublieuse et facilement impressionnable. J'ai honte de le dire, nous étions très fiers. Oh, tout à fait fiers, du moins je parle pour moi et pour Arthur Rance, et aussi naturellement pour Mrs. Edith, dont la nature romanesque et mélancolique était superficielle. De sourire de nos transes nocturnes et de notre garde armée sur les boulevards de la citadelle, quand le vieux Bob fit son apparition. Et disons-le, ce n'est point cette apparition qui eût pu ramener à des pensées plus moroses. J'ai rarement aperçu quelqu'un de plus comique que le vieux Bob, se promenant dans le soleil éblouissant d'un printemps du midi avec un chapeau haute forme noir, sa redingote noire, son gilet noir, son pantalon noir, ses lunettes noires, ses cheveux blancs et ses joues roses. Oui, nous avons bien ri sous la tonnelle de la tour de Charles le Téméraire. Et le vieux Bob rit avec nous. Car le vieux Bob est la gaieté même. Que faisait ce vieux savant au château d'Hercule ? Le moment est peut-être venu de le dire. Comment s'était-il résolu à quitter ses collections d'Amérique et ses travaux et ses dessins et son musée de Philadelphie ? Voilà. On n'a pas oublié que M. Arthur Rance était déjà considéré dans sa patrie comme un phrénologue d'avenir. Quand sa mésaventure amoureuse avec Mademoiselle Stangerson l'éloigna tout à coup de l'étude qu'il prit en dégoût. Après son mariage avec Miss Edith, celle-ci l'y poussant, il sentit qu'il se remettrait avec plaisir à la science de Gall et de Lavater. Or, dans le moment même qu'il visitait la Côte d'Azur, l'automne lui précéda les événements actuels. On faisait grand bruit autour des découvertes nouvelles que M. Abeau venait de faire aux Rochers Rouges, dénommé encore, dans le patois mentonnais, Baousset-Rousset. Depuis de longues années, depuis 1874, les géologues et tous ceux qui s'occupent d'études préhistoriques avaient été extrêmement intéressés par les débris humains trouvés dans les cavernes et les grottes des Rochers Rouges. Messieurs Julien, Rivière, Girardin, Delceau étaient venus travailler sur place et avaient su intéresser l'Institut et le ministère de l'Instruction publique à leur découverte. Celles-ci firent bientôt sensation, car elles attestaient à ne pouvoir s'y méprendre que les premiers hommes avaient vécu en cet endroit avant l'époque glaciaire. Sans doute la preuve de l'existence de l'homme à l'époque quaternaire était faite depuis longtemps, mais cette époque mesurant, d'après certains, 200 000 ans, il était intéressant de fixer cette existence dans une étape déterminée de ces 200 000 années. On fouillait toujours aux Rochers Rouges et on allait de surprise en surprise. Cependant, la plus belle des grottes, la Barma Grande,
comme on l'appelait dans le pays, était restée intacte, car elle était propriété privée de M. Abeau qui tenait le restaurant des Grottes, non loin de là, au bord de la mer. M. Abeau venait de se déterminer, lui aussi, à fouiller sa grotte. Or, la rumeur publique, car l'événement avait dépassé les bornes du monde scientifique, répandait le bruit qu'il venait de trouver dans la Barma Grande d'extraordinaires ossements humains, des squelettes très bien conservés par une terre ferrugineuse, contemporaine des mammouths du début de l'époque quaternaire ou même de la fin de l'époque tertiaire. Arthur Rance et sa femme coururent à Menton et, pendant que son mari passait ses journées à remuer des débris de cuisine, comme on dit en termes scientifiques datant de 200 000 ans, fouillant lui-même l'humus de la Barma Grande et mesurant les crânes de nos ancêtres, sa jeune femme prenait un inlassable plaisir à s'accouder non loin de là, au créneau moyenâgeux d'un vieux château fort qui dressait sa massive silhouette sur une petite presqu'île reliée au rocher rouge par quelques pierres écroulées de la falaise. Les légendes les plus romanesques se rattachaient à ce vestige des vieilles guerres génoises et il semblait à Édith mélancoliquement penchée au haut de sa terrasse sur le plus beau décor du monde qu'elle était une de ces nobles demoiselles de l'ancien temps dont elle avait tant aimé les cruelles aventures dans les romans de ses auteurs favoris. Le château était à vendre à un prix des plus raisonnables. Arthur Rance l'acheta et, ce faisant, il combla de joie sa femme qui fit venir les maçons et les tapissiers et eut tôt fait en 3 mois de transformer cette antique bâtisse en un délicieux nid d'amoureux pour une jeune personne qui se souvient de la Dame du Lac et de la fiancée de Lammermoor. Quand Arthur Rance s'était trouvé en face du dernier squelette découvert dans la Barma Grande ainsi que des fémurs de l'Elephas antiquus sortis de la même couche de terrain, il avait été transporté d'enthousiasme et son premier soin avait été de télégraphier au vieux Bob que l'on avait peut-être enfin découvert à quelques kilomètres de Monte-Carlo ce qu'il cherchait au prix de 1000 périls depuis tant d'années au fond de la Patagonie. Mais son télégramme ne parvint pas à destination, car le vieux Bob, qui avait promis de rejoindre le nouveau ménage dans quelques mois, avait déjà pris le bateau pour l'Europe. Évidemment, la renommée l'avait déjà renseigné sur les trésors de Baousset-Rousset. Quelques jours plus tard, il débarquait à Marseille et arrivait à Menton où il s'installait en compagnie d'Arthur Rance et de sa nièce dans le fort d'Hercule, qui le remplit aussitôt des éclats de sa gaieté. La gaieté du vieux Bob nous paraît un peu théâtrale, mais c'est là, sans doute, un effet de notre triste humeur de la veille. Le vieux Bob a une âme d'enfant. Et il est coquet comme une vieille femme, c'est-à-dire que sa coquetterie change rarement d'objet et qu'ayant une fois pour toutes adopté un costume sévère, de préférence correct, redingote noire, gilet noir, pantalon noir, cheveux blancs ou roses, elle s'attache uniquement à en perpétuer l'impressionnante harmonie. C'est dans cet uniforme professoral que le vieux Bob chassait le tigre des Pampas et qu'il fouille maintenant les grottes des Rochers Rouges à la recherche des derniers ossements de l'Elephas antiquus. Mrs. Edith nous le présenta et il poussa un gloussement poli. Et puis il se reprit à rire de toute sa large bouche qui allait de l'un à l'autre de ses favoris poivre et sel qu'il avait soigneusement taillés en triangle. Le vieux Bob exultait et nous en apprîmes bientôt la raison. Il rapportait de sa visite au Muséum de Paris la certitude que le squelette de la Barma Grande n'était point plus ancien que celui qu'il avait rapporté de sa dernière expédition à la Terre de Feu. Tout l'Institut était de cet avis et prenait pour base de ses raisonnements le fait que l'os Samuel de l'Elephas, que le vieux Bob avait rapporté à Paris et que le propriétaire de la Barma Grande lui avait prêté après lui avoir affirmé qu'il l'avait trouvé dans la même couche de terrain que le fameux squelette, que cet os Samuel, disons-nous, appartenait à un Elephas antiquus du milieu de la période quaternaire. Ah, il fallait entendre avec quel joyeux mépris le vieux Bob parlait de ce milieu de la période quaternaire. À cette idée d'un os Samuel du milieu de la période quaternaire, il éclatait de rire comme si on lui avait conté une bonne farce. Est-ce qu'à notre époque un savant, un véritable savant, digne en vérité de ce nom de savant, pouvait encore s'intéresser à un squelette du milieu de la période quaternaire? Le sien, et son squelette, ou tout du moins celui qu'il avait rapporté de la Terre de Feu, datait du commencement de cette période. Par conséquent, était plus vieux de 100 000 ans. Vous entendez, 100 000 ans. Et il en était sûr, à cause de cette omoplate ayant appartenu à l'ours des cavernes, omoplate qu'il avait trouvée, lui, le vieux Bob, entre les bras de son propre squelette.
Il disait mon propre squelette, ne faisant plus de différence dans son enthousiasme entre son squelette vivant qu'il habillait tous les jours, de sa redingote noire, de son gilet noir, de son pantalon noir, de ses cheveux blancs, de ses joues roses, et le squelette préhistorique de la terre de feu. Ainsi, mon squelette date de l'ours des cavernes. Mais celui des Baousset-Rousset, là là, mes enfants, tout au plus de l'époque du mammouth. Et encore, non, du rhinocéros à narines cloisonnées. Ainsi, on n'a plus rien à découvrir, mesdames et messieurs, dans la période du rhinocéros à narines cloisonnées. Je vous le jure, foi de vieux Bob. Mon squelette à moi vient de l'époque kéléenne, comme vous dites en France. Pourquoi riez-vous, espèce d'âne? Tandis que je ne suis même point sûre que l'Elephas anticus des Rochers Rouges date de l'époque moustérienne. Et pourquoi pas de l'époque solutréenne ou encore, de l'époque magdalénienne. Non, c'en est trop, un Elephas anticus de l'époque magdalénienne. Ça n'est pas possible, cet Elephas me rendra fou, cet anticus me rendra malade, j'en mourrai de joie. Pauvre Baousset-Rousset. Mrs. Edith eut la cruauté d'interrompre la jubilation du vieux Bob en lui annonçant que le prince Galitch, qui s'était rendu acquéreur de la grotte de Roméo et Juliette au Rocher Rouge, devait avoir fait une découverte tout à fait sensationnelle car elle l'avait vu, le lendemain même du départ du vieux Bob pour Paris, passer devant le fort d'Hercule en portant sous son bras une petite caisse qu'il lui avait montrée en lui disant « Voyez-vous, Mistress Rance, j'ai là un trésor, un véritable trésor. » Elle avait demandé ce que c'était que ce trésor, mais l'autre l'avait agacé, disant qu'il voulait en faire la surprise au vieux Bob à son retour. Enfin, le prince Galitch lui avait avoué qu'il venait de découvrir le plus vieux crâne de l'humanité. Mrs. Edith n'avait pas plus tôt prononcé cette phrase que toute la gaieté du vieux Bob s'écroula. Une fureur souveraine se répandit sur ses traits ravagés et il cria « Ce n'est pas vrai, le plus vieux crâne de l'humanité, il est au vieux Bob. C'est le crâne du vieux Bob. » Et il hurla « Matoni, fais apporter ma malle ici. » Justement, Matoni traversait la cour de Charles le Téméraire avec le bagage du vieux Bob sur le dos. Il obéit au professeur et apporta la malle devant nous. Sur quoi le vieux Bob, prenant son trousseau de clés, se jeta à genoux et ouvrit la caisse. De cette caisse, donc, qui contenait des effets et du linge plié avec beaucoup d'ordre, il sortit un carton à chapeau, et de ce carton à chapeau, il sortit un crâne qu'il déposa au milieu de la table parmi nos tasses à café. « Le plus vieux crâne de l'humanité, dit-il, le voilà, c'est le crâne du vieux Bob. Regardez-le, c'est lui. Le vieux Bob ne sort jamais sans son crâne. » Et il le prit et se mit à le caresser, les yeux brillants et ses lèvres épaisses écartées à nouveau par le rire. Et si vous voulez bien vous représenter que le vieux Bob savait imparfaitement le français et le prononçait mi à l'anglaise, mi à l'espagnol, il parlait parfaitement l'espagnol, vous voyez et vous entendez la scène. Rouletabille et moi, nous n'en pouvions plus et nous nous tenions les côtes de rire. D'autant mieux que, dans ses discours, le vieux Bob s'interrompait lui-même de rire pour nous demander quel était l'objet de notre gaieté. Sa colère eut auprès de nous plus de succès encore, et il n'est pas jusqu'à Madame Darzac qui ne s'essuya les yeux, parce que, en vérité, le vieux Bob était drôle à faire pleurer avec son plus vieux crâne de l'humanité. Je pus constater à cette heure où nous prenions le café qu'un crâne de 200 000 ans n'est point effrayant à voir, surtout si, comme celui-là, il a toutes ses dents. Soudain, le vieux Bob devint sérieux. Il éleva le crâne dans la main droite et l'index de la main gauche appuyé au front de l'ancêtre. Lorsqu'on regarde le crâne par le haut, on note une forme pentagonale très nette qui est due au développement notable des bosses pariétales et à la saillie de l'écaille de l'occipital. La grande largeur de la face tient au développement exagéré des accords zygomatiques, tandis que dans la tête des troglodytes, des Baousset-Rousset, qu'est-ce que j'aperçois, Je ne saurais dire ce que le vieux Bob aperçut dans ce moment-là, mais la tête des troglodytes, car je ne l'écoutais plus, mais je le regardais, et je n'avais plus envie de rire du tout. D'un coup, le vieux Bob me parut effrayant, farouche, factice, comme un vieux cabot avec sa gaieté en fer blanc et sa science de pacotille. Je ne le quittais plus des yeux, il me sembla que ses cheveux remuaient. Oui, comme une perruque remuante. Une pensée, la pensée de Larsan, qui ne me quittait plus jamais complètement, m'embrasa la cervelle. J'allais peut-être
parlais quand un bras se glissa sous le mien et je fus entraînée par Rouletabille. « Et qu'avez-vous, Sinclair ?» me demanda sur un ton affectueux le jeune homme. « Mon ami, fis-je, je ne vous le dirai point car vous vous moqueriez encore de moi. » Il ne me répondit pas tout d'abord et m'entraîna vers le boulevard de l'Ouest. Là, il regarda autour de lui, vit que nous étions seuls et me dit « Non, Sinclair, non, je ne me moquerai point de vous, car vous êtes dans la vérité en le voyant partout autour de vous. S'il n'y était point tout à l'heure, il y est peut-être maintenant. Ah, il est plus fort que les pierres, il est plus fort que tout. Je le redoute au moins dehors que dedans. Et je serais bien heureux que ces pierres que j'ai appelées à mon secours pour l'empêcher d'entrer m'aident à le retenir. Car Sinclair, oui, Sinclair, je le sens ici. » Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Merci de nous avoir suivis. C'était donc Le Parfum de la Dame en Noir de Gaston Leroux. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN, Facebook, Twitter, Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez, très bonne nuit si vous vous couchez. Salut.